Bonjour et bienvenue à ce Forum de Paris sur la paix, bienvenue à ce panel « Éviter le pire, soutenir les populations vulnérables pendant les pandémies ». Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de vous être connectés pour assister également à cet événement. C'est formidable d'avoir autant de monde parmi nous. J'ai 4 invités distingués aujourd'hui avec moi. Je suis Ker Pacalin, je suis reportrice chez France Média Monde. C'est un site et une chaîne de télévision d'information française. Merci à vous tous. Je vais vous présenter, je commence par Peter Maurer, le président du Comité international de la Croix-Rouge. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci de m'avoir invité. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Je souhaite également présenter Ingrid Gabriela Hoven, qui est la directrice exécutive de GIZ, donc l'agence de développement international allemande. Vous mettez en place des programmes de développement pour le gouvernement allemand, mais pas seulement. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation et le bonjour de Francfort. Merci. David Miliband, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président et le PDG du Comité international de secours basé à New York. Merci d'être avec nous. Merci. Je suis ravie d'être avec vous et avec nos partenaires de la GIZ. Ravie d'être ici. Formidable. Je voudrais également présenter Nadia Mourat. Nadia est une lauréate du prix Nobel de la paix. Sa vie a été brutalement interrompue en 2014 lorsque l'État islamique a attaqué sa ville natale de Sinjar. Merci d'être ici, Nadia. Vous êtes à la tête de l'initiative de Nadia, vous représentez les plus vulnérables dans le monde. Nous allons commencer cette session avec quelques mots d'introduction. Merci beaucoup, vous avez la parole. Enfin, vous avez l'écran en tout cas. Allez-y, Nadia. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le Forum de Paris sur la paix pour m'avoir invité à participer aux discussions d'aujourd'hui en tant qu'invité de la France. Je suis impressionnée par la motivation du peuple français pour l'égalité de genre. La France promeut des lois qui protègent et promeuvent les droits des femmes. La pandémie de Covid-19 nous pousse à avancer dans la mise en œuvre des ODD. Cela représente une pression sur les systèmes de santé. Cela remet en question les moyens de subsistance. Cela provoque également plus de violences sexuelles et de traite d'êtres humains. C'est pourquoi les femmes sont tout particulièrement touchées. Ce sont les premières à perdre leurs emplois. Ce sont les premières à se charger de la garde des enfants, à sacrifier leurs repas, leurs médicaments. Et ce sont également les premières à être les victimes de violences, notamment dans leur foyer. Une chose est claire, la pandémie n'a pas affecté tous les citoyens de la même manière. Ceux qui vivent dans la pauvreté sont tout particulièrement touchés au moment même où nous parlons. Plus de 79 millions de personnes sont déplacées dans le monde, dont 26 millions de réfugiés et plus de 45 millions de personnes déplacées dans leur propre pays. Le seul filet de sécurité pour eux, c'est la générosité de la communauté internationale. Mais les répercussions mondiales de la pandémie de Covid-19 met à rude épreuve la communauté internationale. Les pays doivent faire face à des crises chez eux. C'est pourquoi le filet de sécurité international pour les plus vulnérables peut rapidement disparaître. La pandémie de Covid-19 a mis en exergue les faiblesses de notre système de réfugiés au niveau international, ainsi que la précarité de ceux dont les vies
sont en cause. C'est pourquoi l'aide humanitaire pour les déplacés, qui est plus importante que jamais, se montre trop souvent inadaptée et non durable. L'accès aux ressources élémentaires a diminué. Les droits fondamentaux sont en péril. Mon organisation travaille sur le terrain à Sinjar. L'initiative de Nadia a observé l'exacerbation des problèmes préexistants à cause du Covid. Nous observons une baisse de l'aide internationale pour soutenir la reprise et le rétablissement des zones sinistrées. Mais les défis de réhabilitation sont de plus en plus importants. Comment est-ce que les locaux peuvent lutter contre la pandémie alors que l'État islamique a détruit leurs installations, leur système de santé publique, leur système d'assainissement? Comment est-ce que les enfants peuvent continuer à apprendre alors que l'État islamique a détruit les écoles pendant 6 ans? Des centaines de milliers de yézidis, des survivants de génocide et de violences sexuelles, vivent dans des camps pour réfugiés, pour déplacés internes. Une génération entière grandit sans éducation ou sans opportunité d'emploi dans ces camps. On ne peut pas bâtir un monde durable si des communautés entières continuent à vivre dans des conditions non durables. Je pense que la meilleure manière d'aider les communautés marginalisées, c'est de leur donner plus de pouvoir. Aujourd'hui, nous essayons d'intégrer le genre, la culture et les spécificités géopolitiques dans les pratiques de développement. Trop souvent, les communautés touchées ne sont pas incluses dans ces conversations. On ne peut pas mettre fin à la violence et protéger les plus vulnérables sans les inclure. Les communautés ne peuvent fonctionner que si des membres sains les composent. Si la maladie existe, où que ce soit, elle peut se répandre n'importe où. Malheureusement, les communautés déplacées et vulnérables sont laissées de côté pendant les crises de santé publique. Le monde entier continuera à souffrir de cette pandémie jusqu'à ce qu'un soutien suffisant soit offert pour les régions défavorisées comme la région de Sinjar. Les communautés telles que les yézidis ne peuvent pas commencer à bâtir un avenir meilleur sans soutien continu. Il faut offrir aux femmes et aux communautés vulnérables les outils pour lutter contre la crise sanitaire. Les outils également pour améliorer l'assainissement afin de limiter la propagation du virus entre les régions et dans le monde. Au XXIe siècle de la mondialisation, les citoyens du monde sont plus interconnectés que jamais. Nous sommes une seule communauté. Et lorsqu'il s'agit de développement et de santé mondiale, il faut avoir une perspective inclusive. C'est une évidence que l'investissement pour les plus vulnérables profitera à la société dans son ensemble. Nous sommes à un tournant pour la communauté internationale. Les nations doivent décider si elles veulent accorder la priorité à la paix par rapport aux intérêts nationaux, s'ils veulent se tenir redevables par rapport à des valeurs communes. Les pays doivent décider s'ils veulent effectuer une médiation efficace dans les conflits émergents ou attendre que des centaines de milliers de réfugiés arrivent à leur porte. Les pays doivent décider de construire des tentes dans des camps pour déplacer temporaires ou s'ils veulent aider les communautés à reconstruire leur propre ville d'origine. Je pense que cette pandémie nous poussera à faire preuve d'empathie, d'inclusion, de justice, alors que nous essayons de limiter la propagation de la Covid-19 et que nous essayons de rétablir les communautés en crise. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Nadia. C'était une intervention qui interpelle. J'ai vraiment apprécié votre contribution.
Malheureusement, j'ai cru comprendre que vous devez nous quitter. Merci pour vos réflexions. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Merci. À présent, je voudrais me tourner vers les 3 panélistes restants. Il nous reste à peu près 40 minutes et nous allons parler du soutien apporté aux communautés vulnérables en temps de pandémie. Nous allons essayer de nous pencher sur les leçons que l'on peut tirer ainsi que sur les solutions mondiales et locales. Je commence avec vous, Peter Maurer. Nous sommes au cœur d'une crise de santé publique mondiale. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer des épidémies et pandémies précédentes? Est-ce qu'elles nous ont permis de nous préparer à la pandémie de Covid-19? Il y a plusieurs enseignements à tirer des pandémies précédentes et quelques leçons de cette pandémie également. Je voudrais commencer par reconnaître que nous traversons tous une crise de santé publique à cause de la pandémie, mais aucun des autres défis auxquels nous devions faire face depuis les 20 dernières années ne se sont mis à l'arrêt. Le changement climatique, le sous-développement, la violence, la pandémie n'a fait qu'exacerber certains des problèmes qui existaient déjà. Il y a plusieurs conclusions à tirer, je pense. Au cours des pandémies précédentes, et au cours de celle-ci encore plus, nous avons pu comprendre que se concentrer seulement sur la pandémie et ne pas adopter une perspective plus globale sur les systèmes de santé publique est une erreur. Ça revient à ne rien faire. Il faut absolument garder une approche systémique. Si on se concentre uniquement sur la pandémie, alors la mortalité va augmenter à cause d'autres facteurs, puisque d'autres domaines seront négligés. Deuxièmement, Nadia en a parlé. On ne peut réussir que si nous investissons pour les communautés les plus vulnérables. Et nous devons leur faire confiance. Nous devons leur faire confiance en étant engagés et proches de ces communautés. Il faut croire en leur capacité à identifier les priorités. On ne peut pas avoir une approche technocrate de cette pandémie sans consulter les communautés. Troisième leçon que l'on peut tirer d'autres pandémies, toute pandémie, toute crise sanitaire pose des problèmes de protection. Nadia en a parlé. Certaines communautés sont de plus en plus vulnérables et elles n'ont pas besoin simplement de services, il faut les protéger. Les personnels soignants ont été attaqués pendant les 2 derniers mois et même avant. Beaucoup de violences ont été perpétrées à l'encontre des personnels soignants et c'est l'une des illustrations de ce phénomène. Il y a une crise de la protection de certaines communautés vulnérables. Il y a des personnes déplacées, des victimes de violences sexuelles, des victimes de la guerre. Et ce sont des communautés qui doivent être protégées. Et en définitive, les pandémies ouvrent toujours la porte à la stigmatisation, à des arguments pour la restriction. On a observé ce type de tendance. Quatrièmement, il faut garder à l'esprit le fait que le décalage entre les plus riches et les plus pauvres s'accroît. Cette inégalité est aggravée par la crise financière et budgétaire que nous connaissons actuellement. C'est pourquoi
Je voudrais dire en conclusion, même si cela semble un peu redondant, les cadres juridiques internationaux, comme les instruments relatifs aux droits de l'homme, sont essentiels. Et ce sont des modèles de bonnes pratiques pour gérer les situations de crise. Comme Nadia l'a dit, toutes les communautés ne sont pas affectées de la même manière. Si l'on s'inspire des pandémies différentes, il faut qu'on identifie nos faiblesses, nos vulnérabilités pour avoir la bonne réponse à l'avenir. Merci, très intéressant. Je crois que vous avez fait écho à ce que Nadia Mourad nous disait sur la confiance qu'il faut accorder aux communautés vulnérables. C'est comme ça que les solutions adaptées à chacun peuvent être trouvées. À présent, je donne la parole à Ingrid Gabriela Hoven. Quelles leçons pouvez-vous tirer dans votre organisation d'Ebola, par exemple, et comment avez-vous réussi à utiliser ces leçons dans la lutte contre la Covid-19 ? Merci beaucoup, Claire. Merci à Nadia pour ces remarques d'introduction qui m'ont beaucoup inspirée. Effectivement, alors, nous avons tiré des conclusions d'Ebola. Tout d'abord, nous avons observé pendant la crise d'Ebola qu'il y a des systèmes en place, des systèmes de santé qui fonctionnent bien. Ces systèmes sont en place même en cas de pandémie. Nous réagissons plus vite. Nous arrivons à atteindre les malades et réduire la souffrance. La préparation, l'investissement dans ces systèmes de santé peuvent être au fondement d'une action plus rapide en cas de besoin. Une crise, par exemple, qui est provoquée par une pandémie, mais il y a aussi d'autres risques, comme le changement climatique. Eh bien, dans beaucoup de pays en développement, il y a à la fois une souffrance due à la pandémie, mais aussi à cause des sécheresses, des inondations, d'autres événements météorologiques extrêmes qui remettent en cause les moyens de subsistance des plus pauvres. Donc d'abord, il faut investir dans la préparation, dans les plans de coopération, créer des systèmes, etc., qui peuvent atténuer les effets de ce type de crise sur les plus vulnérables. Deuxièmement, il faut essayer de penser à des outils spécifiques qui peuvent cibler les questions précises qui sont en jeu. Par exemple, pour la crise d'Ebola, au nom de l'agence allemande GIZ, nous avons mis en place une équipe de préparation à l'épidémie. C'est une équipe d'experts, principalement venant d'Allemagne et d'instituts d'épidémiologie, mais en même temps, cette équipe travaille avec les communautés locales, les communautés du Rwanda, de Colombie. Il faut des expertises spécifiques pour renforcer le dépistage, les connaissances, les capacités du personnel soignant dans certains domaines. Et déployer ces équipes en 2 jours. Il suffit de les envoyer dans l'avion. Ces équipes amènent un équipement avec elles et cela permet de mobiliser des spécialistes qui peuvent travailler par pôle pour lutter contre une pandémie. Et ainsi, l'objectif est de contenir la pandémie ou de transmettre des connaissances pour que les gouvernements puissent prendre les bonnes décisions. Voilà une leçon que nous avons tirée de la crise d'Ebola. Nous avons démantelé ce système à la suite d'Ebola, mais
Malheureusement, personne ne s'attendait à ce que nous devions affronter une nouvelle pandémie si vite. Troisièmement, je voudrais revenir sur ce que Nadia a dit aussi. Il faut des réponses différenciées qui prennent en compte les questions de genre. Les femmes sont en général plus largement touchées par la crise. Elles prennent soin des familles, des personnes âgées, elles prennent soin des malades, et c'est très important. C'est pourquoi il faut que les programmes intègrent la dimension de genre. Parce que les femmes doivent avoir plus d'autonomie pendant les crises, elles doivent avoir un rôle accru pour prendre soin de leur famille. Et puis, quatrièmement, je reviens sur ce que M. Maurer a dit. On a observé que beaucoup ont été touchés par le confinement pour des raisons économiques. Beaucoup de gens dans le secteur, dans les pays en développement travaillent dans le secteur informel et ils doivent rester chez eux à cause de la pandémie. Malheureusement, parfois leur domicile n'est pas non plus une zone sûre. Il n'y a pas d'hygiène ou pas d'eau potable, par exemple, chez eux. Mais en plus, l'impact sur la nutrition, la disponibilité de l'alimentation, l'éducation, eh bien cet impact est énorme et les effets peuvent en être extrêmement longs. Le fait est que dans ces pays, des filets de sécurité plus ou moins efficaces étaient en place. Quand je parle de filets de sécurité, j'inclus les cantines scolaires ou les systèmes de sécurité sociale. Il y en a donc une grande diversité, mais lorsque ces filets de sécurité sont en place, cela permet de protéger les plus vulnérables, ceux qui sont touchés par la crise. Cela peut atténuer un petit peu les effets économiques de la crise également et offrir un soutien supplémentaire pour les familles qui doivent assurer leurs moyens de subsistance. Nadia en a parlé. Beaucoup de populations vulnérables n'ont pas du tout accès à ce type de soutien de la part des autorités. Nadia en a parlé. Pour le moyen et long terme, les gouvernements et les sociétés doivent investir dans des filets de sécurité adaptés à leurs besoins pour assurer une résilience accrue sur le long terme. Merci. Merci beaucoup. Pour revenir sur la question des réfugiés et des personnes déplacées, Nadia a dit que 26 millions de réfugiés dans le monde de personnes sont réfugiées dans le monde, 45 millions de personnes déplacées dans leur propre pays. David Miliband, quelles informations recueillez-vous sur le terrain sur la vulnérabilité des personnes qui vivent dans les camps et dans les hébergements temporaires? Merci beaucoup. Le Comité international de secours se concentre sur les personnes dont la vie a été bouleversée par les conflits et les catastrophes. Nous travaillons dans plus de 200 sites dans 40 pays, donc nous avons une vision de ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie, par exemple, ou des réfugiés au Bangladesh, entre autres. Une chose très importante, c'est que la plupart des réfugiés qui vivent dans les camps sont des déplacés internes. Par exemple, la Turquie a reçu 2,5 millions de réfugiés de la Syrie, mais une minorité vit dans des camps, la majorité vivent dans des zones urbaines. La Covid-19 a tué moins de personnes dans les camps que ce que l'on pensait. On pensait qu'en raison du surpeuplement de beaucoup de ces hébergements, eh bien, les systèmes de santé allaient être débordés, mais la jeunesse de ces populations et le fait que beaucoup de ces gens vivent dehors ont protégé quelque part ces populations. Mais en termes d'aspects sanitaires non directement dû au Covid, par exemple l'impact sur le traitement contre le paludisme ou sur la vaccination ou l'impact sur les soins médicaux, eh bien ces impacts sont plus graves et comportent
des répercussions à long terme. C'est pourquoi notre organisation essaie d'assurer 100% de nos programmes de santé. Nous avons appris de notre expérience d'infection et de contrôle des infections qu'il faut suivre les progrès dans nos programmes et pour le reste de nos programmes, protection de l'enfance, etc. Nous essayons de passer en ligne. Enfin, conséquence de la crise, les dommages économiques collatéraux et sociaux. Pour revenir sur ce que disait Madame Hoven, les répercussions collatérales sur les femmes économiques seront bien plus sévères. Seule une petite part des dépenses octroyées aux économies avec la Covid, une petite part a été accordée aux pays en développement. Et d'ailleurs, seuls 15% des aides fournies par l'ONU ont atteint les personnes qui sont en première ligne et qui sont sur le terrain. Ce qui montre bien l'importance de ce que disait M. Peter Maher. Les aides d'urgence doivent être axées sur la confiance des communautés. Elles ne doivent pas être imposées de manière descendante. C'est pourquoi les communautés doivent être impliquées. Nous essayons de former des équipes d'urgence par pays. Vous pouvez être un financier ou un responsable d'éducation, mais vous avez des compétences à apporter dans ces équipes d'urgence parce que les dégâts collatéraux sont extrêmement graves. Nous savons que des millions de personnes sont menacées par la famine au Yémen, la plus grande catastrophe humanitaire au monde actuellement. Nous savons que la guerre continue et cela provoque une situation absolument désastreuse. Merci. Oui, les dommages collatéraux. Peter Maurer, votre organisation a peut-être des exemples de projets qui visent à limiter les dégâts collatéraux dont David Miliband nous parlait? Dans l'ensemble, l'organisation de David Miliband ainsi que la mienne sont concentrés sur les aides humanitaires traditionnelles qui visent à limiter les dégâts, de toute façon. La question c'est, est-ce que l'on peut viser, par exemple, l'effondrement de l'économie informelle dont Claire parlait, dont Ingrid parlait plutôt. Il faut absolument renforcer la protection des zones urbaines puisque la Covid-19 affecte beaucoup plus les populations qui vivent dans des zones densément peuplées. Quand, comme le disaient David et Ingrid, il y aura des impacts secondaires de cette crise. Et que ce soit des questions de santé, d'approvisionnement en eau, de moyens de subsistance ou d'emploi, les situations doivent être analysées selon leur contexte. Des programmes doivent être élaborés en fonction des besoins spécifiques, mais en tout cas, nous avons renforcé nos activités dans les zones urbaines, les zones densément peuplées, où le secteur informel a beaucoup souffert. Nous avons mené une enquête des bénéficiaires de nos aides du CICR. 18% des participants affirment qu'ils ont été gravement touchés par la Covid-19 en termes de perte de revenus. Et évidemment, nous nous retrouvons face à une impasse. Nous sommes dans une crise économique, financière et sociale qui met à l'arrêt beaucoup d'opérations.
Et cela accroît les inégalités accroît le décalage entre nos besoins et nos capacités à réagir. Notre réponse doit être très ciblée en fonction des spécificités locales et c'est au cœur de nos actions actuellement. Bien. Et Ingrid Gabriela Hoven, je voudrais maintenant m'adresser à vous. Vous avez parlé de genre et de dommages collatéraux. Très souvent, les femmes sont les plus vulnérables. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cela? Oui, merci Claire, bien sûr. Bien entendu, l'impact de la crise, les impacts ont été nombreux. Tout d'abord, et Peter Muller en a parlé, beaucoup d'économies dans les pays en voie de développement étaient sous pression, sont toujours sous pression. Il y a eu beaucoup de pertes de revenus. La question de savoir si les gouvernements et les villes sont à même de soutenir les services de base et maintenir les services de base. Par exemple, les programmes de vaccination, de soins de l'enfant, qui sont essentiels pour les femmes et pour les jeunes enfants. Donc, une chose qui était très importante et qui a été fait par la Banque de développement, c'est voir si nous allons maintenir un certain niveau de services publics dans les pays où l'absence de revenus et l'effondrement de l'activité économique fait que ces services, bien entendu, en ont souffert. Bien entendu, l'impact, et je pense que c'est une possibilité, c'est de protéger les programmes qui bénéficient aux femmes. L'autre point, bien entendu, est de se dire que les femmes, pendant la crise, beaucoup, pour la plupart, travaillaient dans les secteurs informels et, en raison de la pandémie, n'avaient plus de revenus. Comment est-ce que l'on peut remplacer cela? Comment est-ce que elles peuvent vivre, acheter à manger et maintenir un certain niveau nutritionnel? Et il y a des personnes qui sont confrontées à la faim et ce sont pour la plupart des femmes et des enfants. Et je pense donc qu'il faut se pencher sur ces problèmes, notamment en mettant l'accent sur des programmes qui peuvent profiter essentiellement aux femmes ou aux enfants lorsqu'ils sont jeunes, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet à long terme et d'impact à long terme. Les femmes, très souvent, ont moins d'économies, moins l'accès aux actifs économiques. Et du fait de l'impact de la crise, nous avons pu constater que de petites entreprises dans le secteur formel avaient des difficultés à survivre. Et que beaucoup ont perdu leurs emplois, il n'y avait plus de filet de sécurité. Et ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que l'on peut s'assurer que les femmes restent dans l'économie et qu'après la crise, elles continuent d'avoir la possibilité de travailler. Les activités des femmes, notamment en Afrique, ont été beaucoup plus touchées par la crise que les autres parce qu'elles travaillent dans le secteur informel, dans des petits secteurs et moins accès au secteur financier. Et là encore, la question est de savoir est-ce que nous pouvons apporter un soutien supplémentaire de façon à ce qu'elles puissent maintenir un certain niveau de vie tout au long de la crise et maintenir leurs activités après la crise. Donc, je pense que nous avons vu également au cours des dernières années que nous avons toujours un gros problème au niveau du genre et qu'il faut faire beaucoup plus encore pour arriver à l'égalité entre les sexes. Nous attendons tous le Forum de l'égalité l'année prochaine en France pour réellement faire la différence et transformer la sensibilisation en investissement dans un domaine qui n'a pas été bien servi ces dernières années. Et je pense que c'est quelque chose qui va donner des résultats. Mais la pandémie de la COVID a sérieusement touché les femmes et la position des femmes dans la société et dans l'économie. Un effet qui est réellement grave, c'est que de nombreux
filles jeunes ont dû abandonner l'école. Même dans les cas dont on a parlé, où l'on a forcé des jeunes filles à se marier plus tôt que prévu et qui n'ont aucune possibilité de rester à l'école, de maintenir leur scolarité, de se trouver un emploi et de décider de leur vie. Ce sont des impacts qui, quelquefois, sont simplement des anecdotes, mais lorsque l'on regarde les chiffres du système des Nations Unies, c'est quelque chose de systémique, parce que les femmes sont celles qui en souffrent le plus dans la société. You et David Miliband, on entend parler de jeunes filles qui ont dû abandonner la scolarité, se marier plus tôt que prévu, les programmes de vaccination des enfants qui sont également impactés. Comment peut-on aller de l'avant avec tous ces défis qui découlent de la COVID-19? Je pense que Ingrid a fait du bon travail pour expliquer certains des blocages qui ne sont pas juste des blocages institutionnels au sein de la communauté, dans la communauté dont vous parlez, mais également dans le système international. Je voulais simplement dire que lorsqu'il s'agit du premier appel humanitaire concernant la COVID, les besoins des femmes et des filles, notamment les survivantes de la violence à l'encontre des femmes, ont été ignorés. C'était vraiment le silence. Donc ceci a montré la fin et l'écart entre ce qui existe et la réalité et ce que l'on te dit. 0,2% du budget humanitaire est investi pour les survivants de ces inégalités. Si l'on veut essayer de contourner cela, je pense qu'il serait bon de mettre en lumière 3 ou 4 éléments clés importants. Le premier étant que nous devons commencer par comprendre les inégalités structurelles de pouvoir et les opportunités qui font que les femmes et les filles ne peuvent pas entrer dans le système international. Dans certains pays, on explique que l'on ne peut pas être une organisation humanitaire qui réussisse à moins d'être féministe, c'est-à-dire que cela implique qu'il faut prendre au sérieux les inégalités au niveau du genre du pouvoir. Deuxièmement, si vous ne mesurez pas les choses, vous ne pouvez pas les gérer. Et il y a eu quelques progrès de réaliser dans la désagrégation des données liées au sexe, mais lorsqu'il s'agit d'opportunités d'emploi, de protection des enfants et d'éducation, lorsque l'on parle de moyens de subsistance, il faut donc faire mieux que cela encore et s'assurer que nous sommes clairs et que cela est la base même des actions humanitaires ou de développement. Il faut mesurer en fonction du genre, mais également fixer des cibles et des objectifs qui reconnaissent les inégalités auxquelles sont confrontées les filles et les femmes. Je pense que le changement le plus important que l'on peut apporter en permettant que l'humanitaire et le système fonctionnent ensemble, c'est qu'il faut que l'on responsabilise les gens. Il faut voir s'il y a des verrous, par exemple, sur les portes des toilettes et des salles de bain dans les camps de réfugiés. Et troisième point qui est réellement important pour nous au sein du Rescue Committee, nous sommes donc l'agence la plus importante qui mesure ces impacts. Il y a des éléments de preuve concernant ces programmes sociaux dont Ingrid et Peter ont parlé. Et les éléments de preuve montrent que les programmes de services sociaux, très souvent, sont plus efficaces s'ils sont liés à des programmes d'autonomisation économique. Si vous divisez ou vous séparez un programme social de l'aspect économique, on n'aura pas le même impact que si on les met ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons d'autonomisation et de protection des femmes. Et ce n'est pas uniquement une question de violence à l'encontre des femmes. Il faut simplement également œuvrer au niveau économique, tout comme au niveau social. Autre point qui est important, pour nous, la maxime, c'est de suivre les éléments de preuve. Les éléments de preuve montrent que les programmes de distribution de liquidités sont la façon la plus efficace, non seulement de répondre aux besoins humanitaires, mais également d'autonomiser les femmes. Si l'on suit les éléments de preuve, et deuxièmement, lorsqu'il s'agit de protection des enfants, la façon dont se fait l'intervention des familles, cela est important. Je pense que vous avez d'ailleurs fait allusion à cela dans votre question. Les éléments de preuve des situations d'urgence précédentes montrent que les filles ont abandonné l'école et de ce fait ont moins de possibilités de revenir à l'école que les garçons, à moins que des mesures ne soient appliquées. Il ne suffit pas de
le faire pour être héroïque, mais il faut le faire sur la base des éléments de preuve. Bien que ce ne soit pas une réponse exhaustive, je ne pense pas que l'on peut se réfugier dans l'idée que nous ne savons pas quoi faire. Nous savons ce qu'il faut faire, mais un trop grand nombre de parties et de volets du système ne font pas n'appliquent pas des actions en même temps que la théorie. Je sais que le gouvernement allemand et d'autres comme la GIZ essayent d'aligner les paroles sur les actions. La Suède également. Beaucoup d'autres pays soutiennent les actions, mais il n'y a pas suffisamment d'actions d'entreprise. C'est un appel à action sans action. Je voudrais maintenant me tourner vers vous, Peter Maurer et vous dire que David Miliband a parlé de la question de violence à l'encontre des femmes. Que dire également de la santé mentale? Est-ce que vous pouvez un petit peu développer l'impact de cette pandémie sur la santé mentale? Est-ce que vous avez entendu certaines choses au sein de votre organisation à cet égard? Je pense que la santé mentale, dans le contexte dans lequel nous travaillons à l'heure actuelle, n'est pas spécifique à cette pandémie. Mais comme dans beaucoup d'autres domaines, la pandémie a été un accélérateur très important de problèmes que nous avons vu émerger ces 2 dernières années et qui sont de plus en plus importants. Non pas qu'ils n'existaient pas auparavant, mais je pense qu'il est important finalement, nous avons commencé à nous dire que c'est un phénomène souvent caché dans la société et qui doit maintenant être reconnu dans nos travaux. Et ce que nous constatons, c'est que chaque fois qu'une société et une communauté est stressée, que ce soit en raison d'une pandémie, de violence, de catastrophes naturelles ou autres, les conséquences entraînent souvent des problèmes de santé mentale dans un domaine où les capacités en matière de réponse sont minimum. Mais au cours de ces dernières années, le CICR a constaté que c'était notre programme qui a été développé le plus rapidement en matière de santé mentale, parce que nous pensons réellement que les situations de fragilité découlant de la COVID-19 ont besoin que l'on mette l'accent sur les programmes de santé mentale. Et avec l'émergence de la pandémie, nous avons essayé de comprendre quelles sont les spécificités liées à la pandémie afin d'adapter nos programmes et projets que nous avons au niveau mondial dans 30 à 35 des contextes les plus violents. Mais c'est la combinaison, une fois de plus, de violence et le fait d'être pris entre des factions qui se battent et qui ne respectent pas le droit humanitaire et qui n'envisagent pas de créer d'espaces de sécurité humanitaire, ce qui implique une pression encore plus importante en matière de santé mentale pour un nombre croissant de personnes dans le contexte dans lequel nous évoluons. Et c'est là donc une préoccupation très sérieuse. Je voudrais simplement se dire qu'il s'agisse de santé mentale ou d'autres programmes, il faut réellement insister sur ce que David a dit. Et ceci n'est pas uniquement vrai pour les femmes, les filles et les questions liées aux femmes. L'autonomisation va de pair avec la programmation et le liquide. Et c'est ce que l'on voit dans les communautés comme étant une situation de fragilité et de pression sur les communautés. Et c'est l'impact le plus important que l'on peut réaliser. Merci. Donc, l'autonomisation, c'est vraiment le mot. Je dois vous demander, Ingrid Gabriela Hoven, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on pourrait être un petit peu optimiste en matière d'enseignement tiré de cette pandémie, même si nous sommes en plein milieu de cette pandémie encore? Est-ce qu'il y a une raison, quelquefois, de se montrer positif?
Bien, je pense qu'il faut dire que dans notre société, il y a encore des préoccupations économiques et au niveau politique. Nous sommes encore en plein milieu de la pandémie et absorbés par cette pandémie. Et bien entendu, la première nouvelle est celle d'un vaccin éventuel qui est un petit peu de lumière au bout du tunnel. Et il faut comprendre, et cela est tout à fait compréhensible, que les gouvernements, les institutions, les organisations internationales souhaitent donner ce qu'il y a de mieux et réagir à la crise. Mais je pense que ce que je constate dans le cadre des discussions internationales auxquelles nous participons en tant qu'agence de mise en œuvre, c'est qu'il y a un niveau de sensibilisation plus important et nous devons compter beaucoup plus sur la résilience de la société et regarder de plus près ce que cela se demande. Est-ce que nous avons ces éléments de preuve auxquels David faisait allusion? Et nous devons nous servir de cela pour informer le système international, le système multi-approche, le système de coopération internationale. Et ce que je constate, c'est que ce débat a également mis en lumière d'autres types de risques qui sont toujours là, qui n'ont pas disparu pour autant et qui ont été mentionnés au début, bien entendu. Le système politique est totalement absorbé par la COVID-19, mais nous savons tous que si nous n'œuvrons pas contre le réchauffement climatique, il y aura des risques qui seront encore plus difficiles à gérer. Donc, c'est là probablement un des enseignements que nous avons tirés, à savoir que cela a un sens de regarder les éléments de preuve scientifiques qui existent et d'intégrer et de mettre en place les bonnes activités, les bonnes décisions politiques dans notre réponse à la COVID-19, dans notre plan de reprise, dans notre plan qui concerne les personnes vulnérables, de manière à pouvoir créer des situations dans lesquelles $1 investi n'est pas simplement pour une réponse immédiate à la COVID-19, mais a également un impact à long terme et permet de renforcer les capacités et la résilience de certaines personnes. Et je pense que c'est là quelque chose que l'on commence à comprendre de plus en plus et que l'on comprend que c'est quelque chose de nécessaire et qui doit être mis en place. Deuxièmement, je pense que la crise a eu un impact positif sur la conscience de nombreux acteurs, à savoir que nous avons besoin de davantage d'actions multilatérales entre les différents pays, qu'il faut des institutions multilatérales solides et également des partenaires solides pour faire face à la crise. La crise ne peut être arrêtée par un seul pays, il faut une coopération de l'ensemble des pays. Et je pense que c'est quelque chose dont nous avons de plus en plus conscience à travers le monde, à savoir qu'il faut davantage de coopération et si nous mettons en place les bons systèmes au niveau national et au niveau international, et si nous travaillons et que nous coopérons avec les systèmes de développement, les systèmes humanitaires, les différents niveaux du système international, nous pourrons à ce moment-là avoir un impact important et inverser les choses. Mais s'il n'y a pas de coopération et que nous nous reposons sur notre nationalisme, il est clair que cela engendrera l'érosion d'un système et que nous serons confrontés à une crise plus importante encore en raison d'autres événements. Désolé, les deux orateurs parlent en même temps. Ceci m'amène à ma dernière question, qui est une question pour vous tous. D'abord, David Miliband, est-ce que vous pourriez me donner un exemple
d'une solidarité extraordinaire que vous avez constatée au sein de votre organisation dans le cadre de la COVID-19. Un exemple où l'on voit des gens se retrouver ensemble et faire preuve de solidarité extraordinaire. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple et ensuite je passerai aux autres panélistes et je leur poserai la même question. Mais je pourrais vous donner des douzaines d'exemples. Je sors d'une réunion sur le leadership et nous avons parlé du devoir de soins et comment les collègues doivent se soutenir mutuellement. Et des femmes dans notre groupe travaillent sur Zoom pour se soutenir mutuellement dans le monde. Ça, c'est un exemple. Et je suis très intéressée par le fait que nous travaillons un petit groupe de communautaires au Bangladesh pour produire 500 000 masques pour les réfugiés et la communauté des réfugiés. Là, c'est également un deuxième exemple de solidarité. Troisièmement, je suis réellement frappée par le fait qu'à travers le monde, en dépit des frontières fermées, il y a des gens qui sont obligés de traverser les frontières. Souvent, on entend parler de la déshumanisation des réfugiés. Dans tous les pays dans lesquels nous travaillons, j'ai vu des récits extraordinaires qui ont amené les gens à travailler ensemble et à reconnaître que c'est une maladie du monde connecté. Et à moins que nous ne travaillions ensemble à lutter contre, nous ne pourrons pas nous en sortir. Ça, ce sont simplement quelques exemples, mais je pourrais vous en donner beaucoup plus. Donnez-moi d'autres, nous avons le temps. C'est toujours intéressant d'entendre autant de positivité. Je pense que la façon dont nos programmes d'éducation ont été modifiés pour s'assurer que l'on arrive à nuancer les dangers si l'éducation des enfants était interrompue. Cela est remarquable également. Notre personnel s'est penché sur des choses de manière totalement différente. L'éducation, ça consiste à mettre les enfants ensemble et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus difficile. Et une des choses que je dirais, c'est que notre première préoccupation lorsque la crise nous a frappés, et nous avons commencé à planifier cela au mois de janvier, notre première préoccupation lorsque la crise nous a frappés a été de voir que nous allons perdre de 30% de notre personnel. Et je suis très fière de dire que bien que quelques membres du personnel ont attrapé la maladie, nous avons réussi à faire de notre expérience de prévention et de contrôle en ressources pour les membres. Et la plus grande surprise vient du fait qu'au Mali, je m'attendais, mais je pense également dans d'autres pays, d'autres ONG ont voulu utiliser nos directives sur la façon de protéger leur personnel. Nous avons travaillé à livre ouvert avec le reste du système humanitaire et nous sommes toujours extrêmement heureux lorsque d'autres personnes sont prêtes à suivre les bonnes pratiques que nous avons mises en place. Excellent, je vais maintenant vous poser la même question. Peter Morad, est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez nous donner, des exemples de solidarité extraordinaire que vous auriez constatés au sein de votre organisation? Bien, je pense que ce qui me vient à l'esprit est que chacun est resté à son poste et a essayé de faire de son mieux. C'était assez extraordinaire de voir que les personnes travaillant dans le domaine international et notre personnel à la Croix-Rouge internationale restaient et nous avions pratiquement tout notre personnel et on continué à offrir des services. C'est une extraordinaire réalisation qui nous a permis d'avoir un taux d'application de mise en œuvre de nos programmes extraordinaire. En dépit de tous les obstacles et de toutes les perturbations que nous avons constatées qui sont liées au Covid, plus de 85% de nos programmes ont quand même réussi à être mis en œuvre et ceci est extraordinaire en ces temps de pandémie. Grâce à l'engagement d'opérateurs en première ligne qui me semble être tout à fait extraordinaire. Maintenant, si je regarde un petit peu David dans notre programme et dans notre engagement que je trouve assez extraordinaire, l'on constate que pour la première fois dans l'histoire de cette organisation, nous avons vu des directeurs venir nous voir et nous inviter à venir dans les prisons et à les aider. Et je pense que c'est assez extraordinaire car normalement nous devons nous battre pour pouvoir le faire. Or, la pandémie a engendré une certaine solidarité, prise de conscience et un esprit de communauté. Et
Il y a en centre de détention des personnes qui sont vulnérables et le risque étant que la COVID puisse les frapper au centre de détention et s'étendre dans la communauté. Je pense qu'en voyant l'expansion massive de notre programme de santé et d'assainissement, la réunification et des programmes de contact avec les familles à travers des outils virtuels que nous avons pu développer en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire de voir qu'il fallait la COVID pour que tant de directeurs de prison et du ministère de la Justice comprennent que nous sommes tous ensemble embarqués sur le même radeau, qu'on a besoin d'humanité pour lutter contre cette pandémie. Et mes collègues ont tout fait pour que ceci puisse se concrétiser. Et je pense que c'est l'un des points importants qui valait la peine d'être mentionné. C'était fascinant de voir que vous avez eu accès aux prisons et au ministre de la Justice, parce que je pense que tout le monde a compris que nous sommes tous embarqués sur le même bateau et qu'il faut que nous puissions coopérer si nous voulons aller de l'avant et dans la bonne direction. Il ne faut pas oublier que la peur est un accélérateur d'avancées positives. La peur de la pandémie et le fait qu'elle puisse se propager dans la communauté, ça a été un accélérateur de la solidarité. C'est un enseignement très intéressant que l'on a appris pendant la COVID-19. Une question pour vous maintenant, Madame Hoven. La solidarité, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de solidarité dans votre organisation? Bien, très rapidement, vous savez que le GIZ est une organisation qui travaille dans de nombreux pays. Et nous avons plus de 20 000 personnes qui travaillent dans des différents pays et qui sont postées dans les pays en développement. Et nous avons maintenu un niveau de présence très élevé tout au long de la crise. Et ceci nous a mis en position et en situation pour créer une confiance avec nos partenaires, les ONG et d'autres organisations. Et même si cela était à une échelle un peu plus réduite qu'habituellement, ils ont pu continuer à travailler sur les questions de développement et les cibles de développement. Et je pense que c'est quelque chose qui est là pour rester, cette solidarité, l'esprit de confiance qui a été créé et ce sentiment conjoint que nous sommes tous dans la même embarcation et que nous pouvons continuer à réaliser des objectifs de développement en travaillant ensemble, car nous sommes tous dans une situation très similaire. Donc c'est quelque chose de très positif qui a motivé beaucoup de personnes au sein de notre organisation. Deuxième point, même pour la crise, il a été possible de travailler dans tous les pays. Et nous avons décidé d'ouvrir maintenant un bureau au pays au Liban, car nous allons développer la coopération pour le développement dans ce pays en particulier. Nous savons que ça a été une année très dure pour beaucoup de Libanais et là encore, il y a la possibilité de lancer des activités qui pourront envoyer le bon signal au pays et aux communautés touchées. Et enfin, je pense que même tout au long de la crise, peut-être quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais notre personnel qui travaille sur les questions du climat ont continué à travailler avec les ministères et sont en train de réviser leurs contributions nationales pour les objectifs du climat. Et dans la mesure du possible, les partenaires voulaient maintenir ce processus et continuer à travailler sur ces nouvelles cibles ambitieuses. Et ce sont l'une des choses que l'on constate. Quand on a une crise, il ne faut pas oublier les problèmes à long terme et il y a une motivation très élevée au sein des ministères et des gouvernements pour servir ces objectifs et ces ambitions et ces cibles ambitieuses.
Et cela a été une motivation extrêmement importante pour l'ensemble de notre personnel. Merci. Et c'est intéressant de terminer sur une note positive. Merci beaucoup à tous. Merci d'être là. Cela a été des discussions très intéressantes. Merci à notre public. Vous pourrez bien entendu revoir cette session et il suffit d'aller sur la plateforme du Forum de la paix de Paris et de revoir l'émission en replay. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous. Au revoir. Back here at the center of the Paris Peace Forum, now we are nearing the end of our day. My colleague Trisha Shetty had to jump in a session to moderate this fascinating debate we had on gender equality. You know, we experienced a couple of glitches, but by and large, this was an extraordinary experience. These few hours since we opened the third edition of the Paris Peace Forum have been marked by massive participation, almost at capacity of the 10,000 plus people we have. We've been trending on social media with the hashtag Paris Peace Forum 2020, and debates have been intense and generally very substantial. I think it's good to take a minute to step back and realize that we've been achieving something that had not been done before. People from around the world connecting on the same platform, also being followed on YouTube and Facebook, and having a discussion on the solutions to get out of this crisis. And we are here at the heart of what the Paris Peace Forum can bring, multi-actor solutions to the real problems we have. Let me give you a few examples. Earlier in the afternoon, we had a discussion on cities with Michael Bloomberg, with Anne Hidalgo, with the mayor of Wuhan in China, a city that has been much in the news in the past year, to try to see what cities can do for COVID-19, and this discussion has been extraordinarily rich. Second example, we've been working with other events. First of all, nous avons travaillé avec d'autres événements. Il y a des événements au sein des événements, si vous permettez, qui est le sommet du financement. Beaucoup d'entre vous ont suivi les débats et les sessions de ce sommet, mais la journée importante sera demain avec une session plénière pour 450 banques de développement présentes et qui vont s'engager pour les objectifs du climat. Le deuxième événement important, la COP 15, nous avons le négociateur chinois qui a parlé de la biodiversité avec Ravane Moubarak et le ministre français sur ce que nous devrions faire pour nous préparer à cette biodiversité, la grande réunion des Nations Unies sur la biodiversité biologique qui va se tenir l'année prochaine et qui est essentielle notamment maintenant que nous savons que la COVID-19 est liée à l'absence, au manque de respect envers la nature et la diversité biologique, comme nous avons pu le voir. Un dernier exemple, et cette session n'est pas encore terminée, nous sommes également concentrés sur le forum sur l'égalité des genres, notamment avec les ministres mexicains et français qui vont mener les discussions l'année prochaine. On appelle cela le Beijing plus 25 sur l'égalité des genres et qui mettent l'accent sur les effets de la COVID-19 sur l'égalité entre les genres. Phumzile Lambon Koka, le patron de UN Femmes, a participé également à ces discussions. Dans tous ces débats, vous pourrez les réécouter en replay sur la plateforme et vous allez également pouvoir les trouver sur YouTube. Vous pourrez les regarder comme vidéo à la demande. La COVID-19 a vraiment été au cœur de notre attention, tout particulièrement les répercussions de la COVID-19 sur certaines populations et ce qu'on peut faire. C'était le cas pour la session sur la COVID-19 et les réfugiés, le panel qui vient de se terminer avec les interventions de la Croix-Rouge, de David Miliband, de la lauréate du prix Nobel de la paix Nadia Mourad, qui ont expliqué
la double peine qui affecte les réfugiés et qui ont envisagé certaines solutions. Par exemple, les effets de la Covid-19 sur le personnel soignant. Dans certains pays, le personnel soignant, en raison de migration, sont particulièrement touchés. Cette session va finir dans quelques minutes, vous pourrez la voir en replay. Autre exemple, nous avons aussi une session sur les fake news, les rumeurs qui ont accompagné la Covid-19. Nous connaissions ce phénomène avant, mais c'est encore plus exacerbé depuis la pandémie. Et puis, j'aimerais finir cette conclusion en attirant votre attention sur les projets qui ont été sélectionnés. C'est au cœur du Forum de Paris. 150 au moins candidatures ont été présentées. Vous pouvez trouver les projets sur la plateforme. Chacun de ces projets ont une petite présentation, un pitch, et chacune de ces présentations explique l'esprit et les raisons qui motivent le projet, ce qui présente un petit peu le projet. Par exemple, on a entendu Sikkim, l'État du nord de l'Inde, qui est devenu complètement vert en raison de l'utilisation de l'agriculture biologique. L'agriculture a été complètement réformée pour respecter des normes plus exigeantes. Deuxième exemple, la présentation du projet sur les infodémies. Et donc beaucoup de projets portent sur les moyens de lutte contre la pandémie. Je ne saurais que trop vous encourager à regarder ces pitchs et ces projets, ainsi que ceux de demain. Brièvement, je voudrais vous expliquer le déroulé de la journée de demain. Demain, ce sera le point d'orgue de ce forum avec 3 sessions essentielles pendant l'après-midi, heure de Paris. Et pour répondre aux 2 questions que nous posons pour ce forum, tout d'abord, quel monde préparons-nous? Quels sont les principes qui doivent guider le monde de l'après-Covid? Cette question sera au cœur de la discussion des chefs d'État. La cérémonie officielle du forum aura lieu à 14h demain, de 14 à 15h, avec l'intervention de 50 chefs d'État. Ce sera une session très rythmée avec beaucoup d'engagement. Et puis de 15 à 16h, autour du président Emmanuel Macron, un grand nombre de présidents, le président du Sénégal, le président du Conseil européen, le FMI, et puis aussi la chancelière allemande et Ursula von der Leyen de la Commission. Tous ces représentants et dignitaires essaieront de trouver un consensus sur les principes qui doivent guider le monde après Covid. Les 2 sessions suivantes porteront sur une question un peu différente. Avant d'arriver au monde post-Covid, nous devons sortir de cette crise. Et c'est le sujet de la plénière sur la finance en commun qui va réunir les banques de développement à 16h demain et réunira 450 banques qui s'engageront à investir dans les ODD et le climat. Et à 17h30, nous passerons à un point très important, les vaccins. Pas seulement les vaccins, mais aussi les autres outils qui permettent de lutter contre la Covid-19, les tests. Nous savons que nous avons besoin de vaccins. L'annonce de Pfizer qui disait qu'ils sont à la phase 3 d'essai de leur vaccin suscite beaucoup d'espoir. Mais vous savez que les vaccins qui doivent être conservés à moins 80 degrés ne sont pas particulièrement pratiques à distribuer dans le monde entier. Par ailleurs, c'est un vaccin cher. Nous avons besoin de vaccins pour tous. Et ce sera le thème de la session à 17h30. Les personnes les plus engagées, les plus concernées par la distribution des vaccins pour tous, pas seulement les pays riches, n'est-ce pas? Tout le monde, eh bien ce sont eux qui s'exprimeront. Le directeur général de l'OMS,
le docteur Theodorus, qui sera parmi nous, Melinda Gates, de la fondation Bill et Melinda Gates, le président Macron, le Premier ministre de la Norvège, Jens Stoltenberg, et puis une série d'autres acteurs qui seront réunis pour parler de cette initiative Acte A et l'initiative COVAX, qui permettront de distribuer les vaccins à tout le monde une fois qu'ils seront accessibles. C'est essentiel parce qu'on ne pourra pas surmonter cette pandémie si tout le monde n'a pas accès aux vaccins. Et donc, en d'autres termes, le programme pour demain est bien chargé. Il est aussi significatif. Le Forum de Paris sur la paix vise à accomplir des choses. Il ne s'agit pas seulement de paroles en l'air. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Rendez-vous demain matin à 9h du matin, heure de Paris. Et les plus grandes sessions commenceront à 14h pour la continuation de cette 3e édition du Forum de Paris sur la paix.